Ceci est le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune dite des feuilles, des dernières récoltes et qui symbolise le foyer. Un retour vers l'intériorité de nos cocons qui nous offre l'occasion de lire, d'écouter de la musique, de regarder des films ou encore des séries. C'était donc le moment idéal pour rencontrer Jennifer Padjemi, journaliste, critique et autrice de féminisme et pop culture paru en mars dernier aux éditions Stock. Un essai ultra documenté et engagé qui décortique le miroir social que constituent les objets culturels les plus populaires, des clips vidéo à nos séries télé préférées, en passant par les réseaux sociaux ou les magazines. Alors Jennifer, tu es également la cofondatrice de la newsletter What's Good et tu as créé le podcast Miroir Miroir qui traite des représentations du corps et des injonctions à la beauté dictées par la société. Bienvenue à toi, je suis vraiment très heureuse de te recevoir ici. Moi aussi, bonjour. Je te propose qu'on commence par évoquer ton parcours. Tu as consacré un premier mémoire d'études dans le cadre de ton cursus en info et communication à la fac de Nanterre il y a 10 ans sur la représentation de groupes de femmes à l'écran et l'impact que ces personnages avaient sur les téléspectatrices à travers les médias sociaux de l'époque. En fait, moi, je voulais savoir pourquoi, déjà à ce moment-là, tu t'intéressais à ce sujet et comment ton mémoire a été accueilli par l'université et la culture académique. Alors, c'était quand j'étais en licence, en fait, à la Sorbonne Nouvelle. J'étais en licence de médiation culturelle, parcours média. Et donc, j'avais, c'est un peu ce qu'on dit, des cultural studies. J'avais pas mal de cours, de séminaires autour des séries, des images, de la télévision, en tout cas de sémiologie, sur le fait de décrypter les images et les outils de communication qui nous entourent, notamment dans les industries culturelles. Et donc quand j'ai choisi ce mémoire, c'est parce que j'avais une prof que j'aimais beaucoup, peut-être qu'elle nous écoutera, qui s'appelle Catherine Berthaud-Lavenir, et elle était passionnante, mais vraiment, elle était en avance en fait presque sur son époque, parce que tous les sujets qu'elle évoquait, on les aborde aujourd'hui de manière assez prédominante dans les médias. Et elle donnait des séminaires aux États-Unis, au Canada. Enfin, elle était vraiment experte dans son sujet et reconnue. Moi, en fait, ça m'intéressait parce que j'étais consommatrice de ces séries et j'avais envie de comprendre finalement, même en étant jeune, qu'est-ce que ça voulait dire de moi, des autres, de la société. Et vu qu'une prof que j'aimais beaucoup me faisait croire et me disait que c'était important et que finalement il y avait vraiment quelque chose d'universitaire et de théorique derrière, j'avais envie de pousser la réflexion. Et c'était passionnant, mais on sent quand même qu'à chaque fois que la pop culture, et ça je le dis dans le livre, s'invite dans les études universitaires, dans la théorie, il y a toujours des personnes réfractaires parce que elles ne comprennent pas en fait pourquoi on en parle. Et encore aujourd'hui, je pense que il y a des lecteurs, des lectrices, des gens qui se disent pourquoi en fait j'ai sorti ce livre, pourquoi on parle de ça alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Et c'est vrai que c'est un combat perpétuel que j'essaye de prouver depuis des années. Et là, de plus en plus, je pense que des personnes commencent à comprendre que oui, effectivement, c'est important d'analyser ces images, de les comprendre, mais c'est aussi important de comprendre une industrie qui peut nous manipuler, on en parlera sans doute, qui se fait de l'argent sur nous, sur nos vies, sur nos narrations, mais que surtout, ça peut aussi changer les choses. Et c'est vrai que là, récemment, on parle beaucoup de Bac Nord, de Britney Spears, enfin, j'ai l'impression que depuis que le livre est sorti, finalement, il y a plein d'actualités qui prouvent mon propos ou qui accompagnent en tout cas mon propos, et je pense que c'est vraiment essentiel de sortir de cette dichotomie entre
important, pas important, intellectuel, pas assez intellectuel, élitiste, populaire. La pop culture, en fait, c'est tout. Aujourd'hui, c'est absolument tout. C'est aussi bien les séries télé que le cinéma, que les affiches dans le métro, les magazines, les podcasts, des livres, enfin tout, et même la politique en fait est devenue un objet en fait de populaire. Pourquoi ? Parce que les politiciens reprennent des codes finalement d'émissions de télé enfin qui normalement sont proches du divertissement pour finalement véhiculer des idées politiques. Ouais. Donc à partir du moment où il y a ce mélange des genres, on peut dire que la pop culture est partout. En tout cas que tout objet culturel ou tout objet de communication peut avoir des visées populaires et donc toucher le plus grand nombre et donc manipuler les esprits, peut faire du bien, peut faire du mal, oui, c'est toujours la double tranche. Voilà, c'est ça. Alors justement, est-ce que, pour revenir à nouveau à ton parcours, tu peux me raconter un petit peu comment toi tu as commencé à consommer d'abord la pop culture, et puis surtout à quel moment s'est fait le déclic où tu t'es mise à l'interroger, à l'analyser, à la mettre à distance et à en faire, à comprendre à quel point c'est un miroir social. Comment tu as commencé à la décortiquer cette pop culture ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Oui. Alors je pense que je viens d'un milieu populaire, et c'est vrai que dans les milieux populaires, mais pas que, la télévision est un objet de luxe. C'est-à-dire que il y a des personnes qui auront peut-être du mal parfois à payer le loyer, qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie, mais ils voudront se procurer une télévision parce que ça a été l'un des premiers objets en fait de consommation qui a intégré les familles pour dire voilà, vous accédez en fait à une forme de statut social. Et donc c'est vrai que quand on part de là, on se dit qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, de personnes de milieux populaires qui ont la télévision et qui ont grandi avec. C'est pas que lié à un milieu, parce que il y a aussi des personnes très riches qui vont avoir une télévision. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui rassemble d'une certaine manière, parce qu'on peut se retrouver finalement à regarder les mêmes programmes en étant dans des quartiers totalement différents, en ayant des origines totalement différentes et en ayant un milieu social très différent. Mais moi, en fait, j'ai grandi avec la télévision. Pourtant, même si mes parents, ils étaient pas, je pense que les enfants d'immigrés, c'est un peu particulier. C'est que à la fois on a la télévision, à la fois les parents sont un peu contre. Ils disent arrêtez de regarder tel programme, c'est pas hyper intelligent. Donc moi, mon père avait un peu cette blague de dire allez lire un dictionnaire, ça rend plus intelligent. Mais ça faisait quand même partie de mon quotidien. J'avais le droit de la regarder. Parfois c'est aussi des moments familiaux en fait où on se retrouve, on se rassemble, on peut discuter avec nos parents, ça permet d'ouvrir des conversations même dès le plus jeune âge. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte dans la manière dont elle est centrale en fait dans une éducation. Et donc moi j'ai consommé tout ça avec mon frère et ma sœur, et c'était aussi des moments pour nous. Tu regardais quoi par exemple ? J'adorais la trilogie du samedi, je regardais KD2A, enfin j'étais pas hyper fan des dessins animés, donc c'est ce type de programme en fait qui était à la fois destiné à un public adolescent mais qui pouvait être regardé par les parents en même temps. Et ça j'aimais beaucoup parce qu'il y avait une forme un peu d'évolution même personnelle, c'est-à-dire que j'avais l'impression en regardant Buffy, Charmed, même d'autres programmes, que je grandissais en même temps. J'avais le droit en fait d'un coup de voir une fille qui a ses premiers amours au lycée. Enfin, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'identification ou de l'aspiration. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai peut-être envie de faire pareil, ou ça me donne des idées, ou j'aime bien son style, etc. Donc quand on est jeune, c'est vraiment formateur dans un sens comme dans un autre.
Et ça nous touche, ça nous transporte en fait, parce que et comme des livres d'une certaine manière. C'est aussi pour ça que je dis que les livres font partie de la pop culture, parce que lire Harry Potter, lire Chair de poule, lire Tom Tom et Nana, ça a pas forcément le même impact direct parce que c'est moins visuel, mais il y a une forme d'aide à l'éducation personnelle, l'éducation sexuelle parfois, d'identification et d'aspiration. Et donc ça a vraiment fait partie de ma vie, de ma jeunesse. Quand est-ce que tu t'es mise à la mettre à distance pour l'analyser, cette pop culture qui finalement a participé de te construire, comme tu le disais, comme nous tous et nous toutes. Je pense que je l'ai mise à distance beaucoup plus tard, justement quand j'ai commencé à aller un peu avant les études supérieures, parce que j'étais en spécialité histoire de l'art au lycée. Et donc, en histoire de l'art, ça représentait, je sais pas, dans mon emploi du temps, peut-être 8 heures par semaine. Donc, c'était quand même beaucoup. Ouais. C'était ma majeure au bac. Et en histoire de l'art, en fait, c'est la première fois que j'ai eu accès à ce qu'on appelle les représentations. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel symbole signifie tel élément de l'époque sociale, le contexte culturel, etc. Et c'est vrai qu'on a commencé, je pense comme plein d'étudiants ou plein de spécialistes en histoire de l'art, par l'Antiquité, et ça vient jusqu'à nous. Donc à l'époque c'était en 2000, 2005, 2006. Et du coup, on a vu le cinéma, l'urbanisme, le pop art, la musique. Enfin, il y avait vraiment, c'était vraiment global sur qu'est-ce que l'art fait sur les gens. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça veut dire d'une époque? Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'une histoire? Parce que ça aussi, c'est très important. Quand on avait fait la période du jazz, on comprend que d'un coup, oui, c'est intimement lié à la ségrégation raciale, à un contexte très précis qui veut dire quelque chose. Et que sans ça, finalement, l'histoire aurait été différente. Et c'est vrai que quand moi je parle de culture et de culture populaire, je suis passionnée parce que ça me passionne en fait de voir comment ça nous guide et comment ça définit notre époque d'une certaine manière. Alors justement, on peut peut-être faire un tout petit peu d'histoire par rapport à ce qu'on appelle la pop culture. Tu le dessines très bien dans ton ouvrage. Tu nous expliques comment cette pop culture apparaît entre la fin du 19e et du début du 20e avec la création des magazines pulp à partir de 1896 aux États-Unis, mais on pourrait aussi parler des Penny Dreadful en Angleterre, puis aussi avec l'essor des comics, et comment il y a eu un tournant extraordinaire dans les années 2010. Est-ce que tu peux me faire une petite chronologie de cette pop culture-là? Oui, alors la chronologie est j'allais dire simple, mais c'est jamais simple. Mais on va dire qu'il y a eu un essor après la Seconde Guerre mondiale, parce que il y avait aussi une forme de propagande à travers cette culture, et il y a eu aussi une envie pour des milieux alternatifs de s'emparer en fait des supports, donc les magazines, les films, la musique beaucoup. On peut parler de tellement de choses où je pourrais dire l'essor du hip-hop, l'essor des magazines féminins a aussi conditionné cette pop culture. Et donc je vais pas non plus rentrer en détail sur toutes les dates parce que il y en a énormément. Ça ferait beaucoup. Mais pour arriver justement aux années 2000-2010, là où je trouve qu'il y a eu un changement assez important, c'est que les réseaux sociaux sont apparus. Et que là, en fait, c'est une culture en fait qu'on ne maîtrise plus, dans le sens où, à l'époque, quand on parle de populaire, c'est que ça atteint en fait des milieux
pas populaire dans le sens qu'on l'entend nous aujourd'hui, mais populaire, c'est-à-dire une jeunesse, un groupe plus important, des lycées, les femmes. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de groupuscules comme ça qui se formaient pour devenir presque un mouvement. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que on ne maîtrise même plus en fait qui sont les groupes qui vont être atteints, parce que avec les réseaux sociaux, ça peut être à l'infini. Ouais, la viralité est telle que c'est ça. C'est que il y a une telle viralité que aujourd'hui on peut pas dire que Koh-Lanta c'est populaire dans le sens où ça atteindra que des milieux par exemple défavorisés. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde va en parler au même moment, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas de manière très massive. Et c'est vrai que moi, j'ai pris les années 2010 parce que il y a eu un tournant et que là, d'un coup, j'avais vraiment conscience que ce tournant se passait au moment même. J'avais plus besoin de prendre du recul ou de me dire qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça veut dire de l'évolution de la société. Non, là c'est immédiat. C'était immédiat, ouais. Et d'ailleurs, donc tu parles d'un titre de Beyoncé qui entre guillemets incarne finalement ce moment-là, c'est Flawless. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ce moment, enfin et en quoi ce titre, enfin déjà raconte-moi la construction de ce titre, dans quelles conditions il est sorti. Alors Flawless est sorti en 2013. Il me semble, dans le cadre de l'album Beyoncé, qui s'appelait Beyoncé comme elle. Et c'était finalement son album un peu de la renaissance, parce que elle venait d'avoir un enfant, qu'elle avait changé un peu de style. Enfin, il y avait une forme un peu de maturité dans son persona médiatique. Et donc Flawless a suscité beaucoup d'émoi parce que c'était en featuring avec Chimamanda Ngozi Adichie, dont Beyoncé a pris un bout du texte. Americana. Voilà, non, pas Americana, c'était en fait un texte qu'elle a fait pour le TEDx. Ah d'accord. Qui dit de la conférence. Nous devrions tous être féministes. Et ce TEDx en fait avait été viral sur internet, mais ça restait encore dans un certain milieu. Beyoncé l'a posé à son titre. Et à partir de là, il y a eu vraiment une explosion ou un intérêt vraiment fort de la part des médias. Non pas que Beyoncé n'était pas connue, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'apposer le texte de Chimamanda Ngozi Adichie à sa musique, ça a vraiment intéressé, en tout cas, plus de monde que nécessaire que d'habitude. Et en fait, il y a eu un peu un moment où le féminisme est devenu pop dans le sens propre du terme. On peut dire que ça l'a peut-être toujours été, parce que une œuvre peut être féministe même si elle ne se revendique pas comme telle. Donc je suis sûre que si on trouve des artistes des années 60, notamment qui côtoyaient Andy Warhol et consorts, oui, il y avait sans doute déjà des œuvres féministes pop. Mais là en fait, il y avait vraiment ce terme qui est devenu à la mode, qui a été repris aussi par les médias, et on sait très bien que dès que les médias reprennent quelque chose, ça perd un peu de son essence et de son impact en fait sur les gens. Donc le fait que ça devienne un peu à la mode, les marques mettent leur grain de sel, et là voilà, tout devient féministe pop, tout devient pop féministe, enfin l'un ou l'autre, on sait pas trop. Et en fait avec ce titre, il y a eu une forme de rejet en fait de la part d'une certaine classe. Et c'est ça en fait moi qui m'intéressait, c'est que Beyoncé, je sais qu'elle suscite beaucoup de réactions, qu'elles soient négatives, positives, et je pense que même ça veut dire quelque chose. C'est que est-ce qu'il y a des artistes comme ça où on a besoin toujours de trancher? Moi, quand on me demande est-ce que t'aimes bien, j'en sais rien, David Bowie, j'ai pas besoin de devoir absolument prouver mon amour ou ma détestation pour lui, par exemple. T'as pas besoin de te justifier. C'est ça. J'ai pas besoin de me justifier. Et je trouve que Beyoncé, il y a ce truc un peu de
pas qu'elle d'ailleurs, Aya Nakamura, je trouve aussi, d'une certaine manière, mais qui a ce truc de devoir vraiment trancher, se positionner, se justifier, alors qu'on pourrait juste se dire j'aime bien sa musique, point, ou je suis pas très fan du personnage, mais ça me dérange pas plus que ça. Et là en fait, elle suscite en fait, je trouve toutes les contradictions de ce qu'on a pu voir dans les années 2010. Et c'est aussi pour ça que... Mais et d'ailleurs, tu évoques aussi... Enfin, je voudrais revenir sur l'épisode de Lou Doyon et des critiques qu'elle fait à l'encontre de Beyoncé et du féminisme de Beyoncé, comme si c'était pas un féminisme qui est bien. Enfin, et donc, tu parles de ce féminisme blanc, ultra intellectualisant, justement. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ça et en quoi, finalement... ça s'apparente à de la misogynie noire. Est-ce que tu peux d'ailleurs m'expliquer ce concept, enfin, et en quoi ces critiques-là s'apparentent à ça? Alors, en fait, par rapport à Beyoncé et d'autres personnes, par exemple Nicki Minaj, à cette époque, il y avait aussi Miley Cyrus. Et Lou Doyon, en fait, elle a repris un peu tout ce mouvement, enfin c'est pas un mouvement, mais en tout cas toute cette période où beaucoup de femmes artistes se revendiquaient féministes tout en étant très sexy. Et elle a dit de Nicki Minaj que sa grand-mère, en fait, ne s'était pas battue pour voir des femmes se trémousser en string. Et en fait, pourquoi ça représente un féminisme blanc? C'est ne pas comprendre l'histoire finalement des corps de femmes noires, l'histoire des danses afro-caribéennes, l'histoire en fait de toute une frange de la population qui n'est pas blanche en fait, pour qui être dans des positions lascives, danser d'une certaine manière, chanter d'une certaine manière n'est pas contradictoire au fait d'être féministe. Tout à fait. Et puis même, j'ai envie de dire, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que qui on est finalement pour dire d'une personne tu es féministe ou tu n'es pas féministe. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment aussi l'un des problèmes qui me dérange, c'est que il y avait une forme en fait de c'est même pas de la pureté, mais oui, en fait, il y a qu'une seule manière. Oui, c'est ça, c'est encore se mettre dans une position dominante et de juger, de dire, toi, tu fais partie de la bonne case ou pas, quoi. C'est ça. C'est l'heure de la saga lunaire de Stéphanie Lafranc, aka la tisanière tatouée. Guidance de la pleine lune du 20 octobre en Bélier. La lune est une tisseuse. Depuis la nuit des nuits, elle conte ses histoires. Elle berce les rêves pour nous rapprocher des étoiles et ouvrir des portes en nous-mêmes. Alors écoute bien, car elle chuchote au creux de ton oreille. Comme elle le fait depuis des millénaires, elle te chante sa saga lunaire. Sous cette pleine lune d'octobre, la première depuis l'équinoxe d'automne, nous ouvrons un passage. Et comme tous les passages, il est initiatique, ce qui demande de faire certains choix, qui parfois se révèlent compliqués ou difficiles. Cette lune annonce la descente dans l'automne, le temps où l'émotion se dilue dans nos grondements intérieurs. Nous voilà tiraillés entre ce besoin de plonger dans l'indicible, de ralentir, de revenir en soi, et le tourbillon de la vie qui continue à pulser toujours au même rythme. Nos projets attendent d'être concrétisés, le monde nous happe, rien ne change autour, et pourtant tout en nous appelle à la trêve. La porte de la grande saison sombre qui s'ouvre doucement pour se refermer au printemps prochain trace une ligne entre ombre et lumière, mort et renaissance.
Pour passer le portail, en bonne gardienne, la pleine lune nous invite à regarder nos désirs profonds, à nous demander ce dont nous allons avoir besoin de l'autre côté. Nous allons vers l'ombre, mais serons guidés par notre propre lumière, et nous devons avoir les outils pour la nourrir. Comme les anciens préparaient la descente dans la saison sombre, en remplissant leur garde-manger, en récoltant les dernières herbes, il nous est demandé de réunir ce qui va soutenir notre corps, notre vitalité pendant ces longs mois. C'est le moment, après les résolutions de septembre, de reconsidérer ce qui est nécessaire à nous maintenir dans la joie et la vie, à nous centrer sur ce qui va nous faire du bien sur le long terme. Le moment est donc venu d'asseoir nos rituels quotidiens et d'ancrer nos pratiques. Cette pleine lune est chez les sorcières la lune du sang et des feuilles. Elle nous relie à tous les flux et sangs qui coulent et ont coulé. Nos lunes, nos larmes, nos lignées. Elle instaure des retrouvailles entre notre corps physique et notre corps spirituel. Avec cette lune, le sang parle, il nettoie, pour que dans 11 jours exactement, au 31 octobre, nous soyons prêtes à recevoir la grande bénédiction de la fête de Samhain. Je vous souhaite une belle pleine lune. Comment tu as construit ton féminisme, finalement, un féminisme intersectionnel, donc au croisement de tes origines sociales, de ta couleur de peau, de ton genre? Comment tout ça s'est articulé? Et comment, tu le dis dans le livre, tu as dû te tourner vers la pop culture outre-Atlantique et outre-Manche, plus finalement par dépit que par préférence, parce que les programmes proposés en France ne te ressemblaient pas, puisque les séries françaises sont à 99% blanches. Enfin, est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Oui, en fait, je pense que de toute façon, un féminisme se construit vraiment progressivement, Ouais. et il serait totalement idiot de ma part de dire que à 5 ans j'étais féministe et que j'avais déjà tout compris. Ça s'est fait progressivement, mais je pense que ça se fait aussi déjà en son intérieur, c'est-à-dire que dans sa famille, les discussions qu'on a, son vécu, les dynamiques entre frères et sœurs, vous réalisez dès le plus jeune âge qu'il y a une différence de traitement entre son frère et soi, réaliser que peut-être comment ta mère, ton père ont une dynamique entre eux ou séparément. Enfin, je pense que c'est des choses qu'on ne digère pas forcément, mais qu'on intègre inconsciemment. Et donc moi, à un moment, je sais pas, quand j'avais à partir de 12-13 ans, des premières règles jusqu'à la fac, ou jusqu'à quand j'ai fait un Erasmus et que je me suis retrouvée seule en tant que femme noire dans un pays en Espagne, Oui. dans un pays qui est pas forcément qui était pas forcément très diversifié à l'époque, et il y a tout d'un coup ce moment où on se retrouve à expérimenter en fait son genre, sa couleur de peau, sa personne seule, sans personne autour de soi pour t'aider. Et donc ça, je pense que ça contribue énormément, mais j'ai envie de dire que les réseaux sociaux ont été essentiels, mais vraiment essentiels dans ma formation du féminisme, parce que je pense qu'il y avait des choses que j'intégrais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que j'ai été, je pense comme plein de gens, j'ai été totalement aveuglée parfois par des discours, par des mots. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée que être féministe, c'était vouloir l'égalité entre hommes et femmes et gagner autant d'argent. Aujourd'hui, c'est limite le cadet de mes soucis. Enfin, oui, c'est très important et il faut qu'on puisse rétablir cette balance, mais je comprends que finalement, le féminisme, c'est un grand F, il y a un S,
que c'est tellement plus large en fait, que il y a tellement de possibles en fait dans ce terme qui veut dire autre chose que juste femme, homme, genre. En fait, c'est pour moi ça représente les questions antiracistes, les questions de corps, les questions de santé mentale, de sexualité, de tout en fait. Et c'est vrai que il m'a fallu quand même 10 ans pour le savoir. Mais justement, tu évoquais les réseaux sociaux et dans ton livre, alors je sais plus si c'est dans ton livre ou si c'est dans le type que j'ai écouté où tu évoquais comment l'afroféminisme est arrivé, c'est diffusé en France beaucoup via les réseaux sociaux et notamment Twitter. Ouais. Comment ça a été une ressource pour toi ou pas? Ça a été une ressource énorme parce que d'un coup, on a des termes en fait qui définissent exactement ce qu'on vit, sauf qu'on ne savait même pas ce que c'était, qu'il y a des personnes qu'on commence à suivre qui sont superbement digestes dans leur manière de communiquer, de faire véhiculer aussi des théories. Ça, je le dis aussi dans le livre, que à un moment donné, moi j'aime bien, et je viens du milieu universitaire. Aujourd'hui, je suis aussi chargée de TD à l'université, donc finalement, c'est aussi une reproduction sociale, de ce que moi-même j'ai appris, mais sauf que j'essaie de l'apprendre différemment aux élèves en me disant, on est en 2021, est-ce qu'on peut apprendre différemment des textes, des livres, des théories extrêmement importantes, mais de manière accessible. Mais c'est ce que disait déjà Bell Hooks il y a plus de 20 ans. Exactement. Quand elle exhortait à l'université à apporter des textes plus accessibles et à faire référence à la pop culture auprès de ses élèves et en disant qu'on doit toutes et tous être féministes. Ah mais complètement. Et Bell Hooks c'est un vrai exemple pour moi parce que je trouve qu'elle a une approche que j'aspire à avoir, en tout cas que je dis pas que je l'ai encore, mais que j'aspire à avoir, c'est-à-dire comment on peut être très théorique, intellectuel dans l'approche, dans l'analyse, mais de le rendre le plus accessible possible et le plus digeste possible. Et c'est vrai que aujourd'hui, finalement, tous les sujets qu'on évoque, Bell Hooks en parlait il y a 30 ans. Et je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que vraiment autour de 2014-2015, c'est beaucoup né aussi autour des cheveux. Il y avait eu tout un mouvement autour du retour au naturel. Le documentaire d'Amandine Gay, extraordinaire, Ouvrir la voie. C'est ça. Et le documentaire d'Amandine Gay, en fait, a été un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on pouvait plus retourner en arrière. En fait, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Ça a mis en fait en lumière des thématiques qui nous sont propres et que les médias ne voulaient pas traiter. Vraiment. Moi, quand j'étais à BuzzFeed, pareil, on a été l'un des premiers médias en France à parler de sujets en fait qui n'intéressaient personne parce que c'était trop soi-disant communautaire, parce que ça n'intéressait personne, alors que si en fait. Et c'est vrai que je me rappelle même de threads à l'époque qui pouvaient expliquer qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est même l'afroféminisme, le black feminism, qu'est-ce que c'est les textes d'Audre Lorde, etc. Et c'était une époque, en tout cas, je trouve, qui était vraiment formatrice et qui a vraiment aidé énormément de personnes. Et quand on voit qu'il a fallu attendre 2015 pour avoir une traduction de Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Oui, c'est hyper tardif. À un moment, il faut se poser des questions. Et Amandine Gay avait fait la préface de ce livre. Et pourquoi, à votre avis ? Enfin, à ton avis, mais je parle aussi aux auditeurs et auditrices, c'est qu'en fait, il y a eu un intérêt. C'est que les éditeurs, les médias se sont dit, il se passe quelque chose, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y intéresse, sans blague. Et 2015, et c'est fou parce qu'aujourd'hui, ça paraît loin. C'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. C'est rien.
Page 56, tu dis la représentation compte parce qu'elle permet de grandir avec l'idée qu'on existe et que sa couleur de peau, son orientation sexuelle, son milieu social, sa religion, son genre ne sont pas des obstacles pour créer son imaginaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu déjà la différence entre la représentation et la visibilisation et par exemple ce qui a pu te choquer quand tu as découvert la série Girls en 2012 pour la première fois? Oui, c'est une différence que je tiens à chaque fois à préciser. Parce que je pense que le terme de représentation est galvaudé, qu'on l'emploie vraiment à toutes les sauces sans vraiment comprendre ce que ça, pour le coup, représente dans son entièreté. Et je considère que la visibilisation, c'est le fait de montrer, et que c'est bien, que c'est important. C'est quelque chose qu'on a pu voir, pareil, au début des années 2010, autour de 2014, on a vu de plus en plus de magazines mettre des femmes noires en couverture, mettre en avant des personnes handicapées, des personnes grosses, etc. Et ça, c'est très bien parce que c'est important de renouveler le regard. Mais ça suffit pas. Et je parle de représentativité pour aller plus loin. C'est-à-dire, qui sont ces personnes? Pourquoi elles sont là? Quels sont leurs parcours? Leurs expériences, leur vécu, qu'est-ce qu'elles aiment, en fait, c'est comment on humanise finalement les gens. Et que ça va plus loin que juste dire j'ai mis une femme noire, c'est super, ça va cliquer et on passe à autre chose. Non, c'est-à-dire que là il faut faire un effort supplémentaire pour aller en profondeur, pour aller chercher en fait ce petit détail qui fait qu'on n'est pas juste là pour le clout, quoi. Pour qu'on est là pour vraiment humaniser les gens, mais surtout leurs expériences. Et je pense que c'est de la seule manière qu'on pourra en fait changer les choses, c'est en montrant des personnes humaines avant tout. Alors justement, il y a un objet culturel que tu analyses et que tu décortiques tout au long du livre et qui est un peu un curseur pour toi, c'est la série de Shonda Rhimes, Grey's Anatomy. En quoi finalement cette série marque un tournant justement dans la culture télévisuelle et dans la culture pop, et quels personnages elle a permis de faire émerger qui sont complètement en dehors des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, par exemple des stéréotypes de femmes noires comme tu dis l'angry black woman ou les sassy mammies. D'ailleurs tu pourras peut-être nous expliquer ce que c'est que ces étiquettes grossières qu'on a collées aux femmes noires dans ces shows télé depuis les années 70, et comment au contraire Grey's Anatomy vient un petit peu bouleverser tout ça. Oui, dans cette question d'humanité, justement, je trouve que c'est un bon exemple de parler de Grey's Anatomy parce que c'est une série qui est née en 2005, 2004, mais sur nos écrans en 2005. Et pourquoi j'en parle beaucoup? Parce qu'il y a des personnes qui me disent « Tu parles beaucoup de Grey's Anatomy ». Ah, je pensais l'avoir dit au début que ce serait un fil rouge, voilà. Mais peut-être que tu as oublié. Mais c'est surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir une série qui est encore diffusée aujourd'hui, mais qui est née avant finalement toute cette vague de réflexion, de mise en avant du féminisme dans les médias. Et ce que je dis avec Grey's Anatomy, c'est que cette série n'a pas attendu, comme pour d'autres, de voir que c'était un peu à la mode ou le sujet du moment pour mettre en avant des vécus pluriels de femmes et visibiliser des sujets extrêmement importants comme les violences sexuelles, comme l'avortement, la place qu'on peut avoir au travail en tant que femme, des parcours de vie très très différents. Et ce qui m'intéresse en fait avec Grey's Anatomy aussi, c'est que ça a été écrit par Shonda Rhimes, qui est une femme noire, et qu'à l'époque et encore aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard finalement, il y a des choses qui ont changé, mais on reste encore dans un microcosme qui n'évolue pas forcément. C'est que Shonda Rhimes, en fait, est une showrunneuse noire, créatrice, scénariste, et que c'était impensable pour une femme noire, en fait, d'avoir son show sur une chaîne aussi importante, aussi regardée que ABC, qui est l'équivalent de TF1. Voilà. Ouais, donc c'est comme si aujourd'hui, en fait, on se disait qu'une femme noire
était à la tête de sa propre série, c'est-à-dire elle avait créé, qu'elle l'écrivait dessus, qu'elle était showrunneuse, et que cette série était diffusée tous les, je sais pas, vendredis sur TF1. Ouais. Donc, le jour où ça arrive, je pense que ce sera quand même quelque chose. Et après, sur le procédé, moi, ce que je trouve vraiment intéressant et qui est essentiel pour qu'on avance, c'est comment elle a normalisé les choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce truc autour de la diversité, autour de l'inclusivité, encore des mots qui sont devenus valises. Il y avait ce truc de c'est naturel, c'est naturel, c'est comme ça et pas autrement. Mais d'ailleurs, tu peux peut-être nous expliquer, et j'ai trouvé que c'était passionnant à comprendre comment elle a réalisé le casting. Oui, alors cette question de casting aussi, elle est pas toujours bien comprise, mais l'idée c'est de dire que quand on fait un casting à l'aveugle, c'est que la personne, donc l'acteur ou l'actrice qui sera recruté, ne sera pas recruté parce qu'il est noir ou blanc ou asiatique ou autre, mais sera recruté parce que cette personne a du talent et que c'est la bonne personne pour un rôle. Une fois que la personne est recrutée, le rôle sera construit autour de l'acteur ou de l'actrice. Donc, c'est-à-dire que si je suis actrice, je viens pas forcément pour ce rôle de femme noire, je viens pour ce rôle de femme. Et ensuite, une fois que je serai prise, le fait d'être noir sera quand même pris en compte. Mais ce sera pas la centralité du personnage. Et c'est en ça que c'est important, c'est que ça permet finalement d'avoir des rôles très bien écrits pour qui que ce soit. Il y aura pas cette histoire et Viola Davis en a très bien parlé quand elle a reçu un prix en 2017, où elle dit en fait, ce qui nous différencie des femmes blanches, c'est les opportunités. Les opportunités d'avoir des rôles bien écrits, des rôles qui sont pensés pour nous, enfin en tête, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'on a ces rôles, parce que parfois, ce qu'on va nous dire, c'est, je ne suis pas actrice, mais ce qu'on va nous dire dans tous les domaines, pour le coup, c'est mais c'est super, mais moi, dans ma tête, c'était plutôt une femme blanche, parce que justement, il y a pas ces opportunités de se dire, ce rôle en fait est ouvert à tout le monde. Non. C'est souvent, moi, j'écris ce rôle en pensant à Meryl Streep, en pensant à Julianne Moore, etc. Et donc, ça empêche plein de femmes, qu'elles soient noires ou asiatiques ou maghrébines, d'avoir ces rôles parce que ils sont pas pensés pour elles. En France, je trouve que c'est assez différent parce que finalement, il y a plusieurs actrices maghrébines qui peuvent avoir des rôles où on va pas trop les définir par leur origine, mais on va dire Leila Bekti s'appelle Julia dans ce film. Mais ça peut être aussi un autre problème parce que c'est comme si on effaçait d'une certaine manière ses origines et qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et ce que je trouve intéressant dans Grey's Anatomy, c'est que la centralité n'est pas l'origine de la personne, mais son origine n'est pas non plus invisibilisée pour des raisons de consensus pour éviter de choquer des téléspectateurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder, il y a le docu d'Aïssa Maïga, Un regard noir, qui je trouve hyper intéressant parce que même s'il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, je trouve que la dernière partie autour des directeurs de casting est extrêmement importante et intéressante parce que c'est vers là, en fait, qu'on se tourne. C'est les directeurs de casting, finalement, qui auront le plus grand rôle à jouer pour changer les choses au cinéma. Mais d'ailleurs, tu dis un truc très fort que j'aimerais bien qu'on cite, page 105. Tu rappelles que la diversité sans inclusion des personnes concernées par différentes expériences et oppressions ne sert à rien. Comment changer vraiment les choses quand les décisionnaires et les créateurs et créatrices derrière la caméra ne sont encore issus des mêmes milieux blancs et bourgeois? Donc c'est pareil pour les directeurs et directrices de casting en fait. Enfin, c'est la même chose. Et je pense que c'est pareil pour tout. C'est que aujourd'hui il y a ce qu'on nous présente et il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait aussi dans l'écriture de ce livre et pourquoi je trouvais que ça important de le faire pour la fin des années 2010, c'était
vraiment aussi de pouvoir donner des outils en fait à des personnes qui n'ont pas mon métier et qui sont pas là à analyser chaque seconde les œuvres, les publicités, les réseaux sociaux qui les entourent. Et c'est en fait donner des outils pour leur dire regardez en fait comment vous aussi vous pouvez avoir votre rôle à jouer, comment vous pouvez faire attention à ne pas être tout le temps manipulé, faire attention à ne pas tomber la tête la première dans des belles images qu'on vous renvoie, alors que finalement, derrière, rien n'a changé. Et c'est ça, en fait, je pense que l'enjeu pour toutes les industries culturelles aujourd'hui, le journalisme compris, c'est vraiment de changer les décideurs, les chefs, les mécènes, les producteurs, enfin, les personnes finalement qui font en sorte qui fabriquent les créateurs, les créatrices, etc. Et là, j'ai vu que Pénélope Bagieux avait été recrutée comme présidente de la commission fiction et animation au CNC. Et ben ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que elle a quand même conscience de ce que je connais d'elle, de certains enjeux politiques et sociétaux aujourd'hui. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut changer. C'est-à-dire que demain, j'espère que peut-être une femme noire, une personne trans ou d'autres personnes, en fait, seront aussi ces personnes qui font partie des jurys de sélection. Parce que c'est la seule manière qu'on pourra vraiment avoir des œuvres qui nous ressemblent plus, qui nous parlent plus et qui ont un impact beaucoup plus important sur nous. Alors, j'ai envie de revenir à des exemples concrets, parce que c'est intéressant aussi de décortiquer et d'analyser des produits culturels. Pour rester d'abord sur Grey's Anatomy, est-ce que tu peux me parler peut-être de 2 personnages qui sont quand même ultra forts dans cette série, celui de Sandra Oh, Christina Yang, et puis celui de Bailey. Est-ce que, enfin, dans quelle mesure ce sont des personnages ultra complexes, avec leurs nuances, et qui finalement sont tu dis des anti-héroïnes, mais c'est des héroïnes à part entière. Enfin, oui. Quand je dis anti-héroïne, c'est que souvent le anti-héros masculin, ce sera quelqu'un qu'on va dire, regardez, il est complexe, il a une part de sombre dans son caractère, mais il plaît quand même, en fait, à la majorité des téléspectateurs. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va parler d'héroïne, pour les femmes, il y a souvent cette idée de littéralement héroïque. C'est, une femme badass, qui, résiliente, qui prend, il y a vraiment ce truc un peu la femme, en fait, qui détruit, tout sur son passage, voire le patriarcat. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu lisse quand même de parler des femmes fortes de cette manière. Et pourquoi je dis que c'est presque surtout Christina Yang, une anti-héroïne, c'est qu'elle a rien en fait à l'origine, c'est pas le type de personnage en fait qu'on aime, parce que elle fait rien comme tout le monde, parce que il y a une forme d'égoïsme, parce que elle sait exactement ce qu'elle veut, parce que elle avorte, parce que elle préfère rester seule que de se marier. Enfin, finalement, c'est tout ce que la société nous dit de ne pas faire. Et c'est en ça que je la trouve passionnante, c'est que elle a réussi finalement à plaire à un grand nombre de personnes, alors que c'est une femme asiatique. Et qu'on n'en voit pas beaucoup au centre, en tout cas, d'œuvres culturelles, et que c'est une femme, en fait, qui décide d'être qui elle veut être. Et ça, moi, je trouve, encore aujourd'hui, je trouve ça hyper fort, ce qu'elle a pu entreprendre avec ce rôle, c'est de se choisir elle. Et même dans ses choix de carrière, Sandra Oh, elle est hyper fidèle à ces valeurs-là. C'est ça que tu soulignes aussi dans ton livre. Enfin, oui, et il en faudrait plus, en fait. Je pense que c'est important en tant qu'artiste, et encore une fois, dans tous les domaines, pas qu'au cinéma, pas qu'à la télévision, en fait, d'avoir un engagement. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut apporter. C'est quoi la pierre à l'édifice qu'on apporte. C'est pas juste du divertissement, c'est bien de faire rire, et moi je suis la première à me dire qu'il faut aussi prendre en compte l'humour, la beauté, l'esthétisme des œuvres culturelles. Tout n'est pas que politique et sociétal,
Mais c'est important de comprendre en fait l'impact qu'on peut avoir sur les gens et de comprendre que, qu'on le veuille ou non, parfois on est des modèles, on est des inspirations pour des plus jeunes et que ce qu'ils vont voir, ça va les façonner d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça important. Ouais. Bah ça oui, c'est capital. Et il y a une autre série que j'avais envie d'évoquer qui date de 2020, qui a été réalisée par Michaela Coel, I May Destroy You. Et enfin, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la qualité exceptionnelle de cette série dans le sens où elle traite de questions ultra brûlantes et actuelles, comme celle du consentement, des violences sexuelles, du viol, et comment aussi, à travers sa réalisation et sa mise en scène, il y a un vrai female gaze, pour reprendre un terme qui a été développé par Iris Bray récemment dans un ouvrage, notamment à travers, je trouve, les scènes de flashback que vit le personnage principal d'Arabella, mais aussi comment finalement ce personnage est extraordinaire dans le sens où c'est une autrice qui s'empare de son vécu et qui, en fait, s'empare de sa voix et crée ensuite une fiction à partir de son vécu. La mise en abîme, elle est géniale. Oui, c'est en ça que c'est une série puissante, parce que on voit le point de vue très situé et que personne d'autre n'aurait pu le raconter à sa place. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir en coulisses les bonnes personnes pour pouvoir fabriquer de la bonne manière des œuvres. Parce que le résultat, en fait, se voit. Parce que à un moment, ça touche des personnes qui ont vécu les mêmes choses ou qui ne savaient même pas qu'elles avaient vécu ces choses-là et qui d'un coup se disent mais waouh, enfin ça m'aide à comprendre des choses que j'ai vécues, ça m'aide peut-être à faire un processus de guérison, de mettre les mots aussi sur ces expériences. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort de la part de Michaela Coel, c'est que elle a réussi à partir d'une expérience malheureuse pour prendre en fait le plus profond de ses tripes et nous proposer une œuvre exceptionnelle. Et ce que je trouve beau aussi dans cette série, c'est que ce n'est pas que le message politique autour des violences sexuelles qui est important et qui est vraiment visible, c'est le fait qu'elle n'ait pas oublié l'esthétisme. C'est une série très belle. Il y a des scènes à couper le souffle, des épisodes incroyablement beaux, notamment l'épisode 3 quand ils sont en Italie. Il y a tout un discours, l'air de rien, autour de ce que c'est être une femme noire dans une ville européenne. Et en plus, là, ce que je trouve bien aussi, c'est que ça se rapproche de nous. Londres, c'est anglo-saxon, certes, mais il y a déjà quelque chose qu'on peut palper. Oui, en c'est fait. plus palpable. C'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est fou, en fait, de voir ça aujourd'hui, enfin, en 2020, de se dire, enfin, une femme noire dans une ville européenne contemporaine qui se trouve être noire, qui a des amis noirs. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est une femme qui est en proie au doute, aux drogues, à l'alcool, à une vie trépidante qui parfois en fait touche aussi notre génération de voilà, on connaît pas toujours les limites, etc. Mais ce ne sera jamais de sa faute. C'est pas parce que elle est dans cette vie, dans ce contexte en fait social que ce qu'elle subit est de sa faute. Et ça, en fait, je trouve que finalement, même si c'est une série sur les traumas, sur le viol, les agressions sexuelles, la culture du viol, il y a aussi quelque chose de déculpabilisant aussi, de se dire que on n'est jamais responsable en fait de ce qu'on subit. Après, on est aussi parfois dans des situations où on peut être, c'est ce que je dis à un moment, c'est qu'on peut être agressé, agresseur. C'est qu'on peut être dans des moments où nous-mêmes, on participe en fait à cette culture du viol. Parce qu'elle est partout, elle est dans les détails, elle est dans des moments qu'on ne maîtrise plus parce que elle est tellement ancrée en fait dans notre société qu'on ne s'en rend même plus compte.
Et il y a un truc aussi majeur, moi je trouve, dans I May Destroy You, et je reviens sur cette idée de la mise en scène du viol, pour faire une comparaison avec Game of Thrones, qui au contraire surfe sur cette culture du viol en représentant les scènes, etc. Là, on est dans une mise en scène qui est complètement... Est-ce qu'on peut parler un peu de mise en scène ? Oui. Et justement, pour montrer en quoi finalement ce rapport à l'image, comment on montre les choses, est capital en fait. Oui, complètement. C'est ce que tu disais sur le female gaze, qui un concept qu'Iris Bray a repris de Laura Mulvey. Mais avec des exemples aussi francophones, pas que, mais aussi très contemporains. Et pas que. Et ce qui est intéressant avec cette histoire de regard féminin, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on pratique le regard féminin. C'est pas exclusif. On peut... c'est surtout la manière dont on va mettre en scène une situation donnée et ne pas mettre les femmes dans une position de soumission, dans une position d'objectivation, de passivité. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire, Michaela Coel, parce que déjà, c'est son histoire, et donc forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas mieux qu'elle, que personne d'autre peut aussi bien raconter un vécu personnel, mais aussi parce que je pense que elle sait très bien que le viol, les agressions sexuelles sont parfois montrées comme d'un point de vue voyeuriste, érotisé, en fait. Oui, c'est érotisé, c'est presque une manière de dire elle a été violée, mais bon, elle a un peu pris son pied. Et il y a aussi une manière et Iris Bray en parle dans son livre, il y a une manière de montrer le viol dans les détails, d'un point de vue féminin, mais qui sera pas toujours plaisant à regarder. On n'a pas besoin que ce soit plaisant ou que ça ne nous choque pas pour que ce soit important. Donc, les deux peuvent exister de manière différente, mais les deux peuvent exister dans un respect de la personne, en fait, qui est concernée dans cet acte. Et je trouve que Michaela Coel, toutes les scènes, justement, de flashback, comme tu disais, c'est toujours très subtil parce que elle est pas là, en fait, pour montrer le viol en question. Elle est plus là pour reconstituer des souvenirs et pour arriver, en fait, à un consensus pour elle-même. C'est presque je trouve que cette série, c'est une leçon de délivrance, en fait, de soi-même. D'ailleurs, c'est le titre du dernier épisode, oui, je crois. Oui. C'est délivrance. Oui, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, il y a tout ce truc autour des trois scénarios en tête pour finalement qu'elle se retrouve là avec son coloc sur le balcon et enfin sur leur terrasse et se dire voilà. C'était peut-être juste ça, en fait, qu'il fallait, c'était qu'elle reconstitue tous ses souvenirs, qu'elle puisse reprendre, finalement, cette narration qui lui était qu'elle redevienne enlevée. Sujet, en fait. Elle a été rendue objet et qu'elle redevienne sujet à nouveau, quoi. Et maintenant, les pensées écoféministes de Jeanne Burgard-Goutal. Je vous propose maintenant de retrouver notre nouvelle chroniqueuse, la philosophe Jeanne Burgard-Goutal, autrice de l'ouvrage Être écoféministe, théorie et pratique paru l'année dernière aux éditions de l'Échappée. Jeanne, tu vas nous faire découvrir chaque mois une penseuse écoféministe et ainsi nous rappeler la diversité et la pluralité des approches de ces courants de pensée. C'est à toi. Au moment d'écrire cette première chronique pour Gang of Witches, il a fallu faire un choix. Par qui commencer pour présenter les pensées écoféministes ? Starhawk, Françoise Daubonne, Vandana Shiva, l'une des stars du mouvement. Eh ben non, j'ai choisi de commencer par une penseuse quasiment inconnue au bataillon, un peu par esprit de contradiction, mais aussi parce qu'elle m'est chère. C'est l'une des toutes premières autrices que j'ai lues lorsque j'ai commencé à plonger dans l'écoféminisme il y a presque 10 ans. J'ai nommé l'imprononçable Rosemary Radford Ruether. Sa page Wikipédia la montre comme une petite mamie toute mimi, avec ses lunettes, ses bouclettes et son doux sourire. Et en même temps, elle a développé une pensée ample et puissante, brassant des centaines de thèmes, de domaines et de références. Rosemary Radford Ruether est née en 1936 aux États-Unis. Elle est principalement théologienne. Au sein de la communauté catholique, elle a pris des positions clairement féministes, pour l'avortement, pour l'ordination de femmes prêtres.
Mais son œuvre parle aussi de science, d'astronomie, de physique, de biologie, d'histoire et de préhistoire, de philosophie, de sciences politiques, de géopolitique, d'ethnologie, d'éthologie, entre autres. Dans ses livres comme New Woman, New Earth, Gaia and God, ou encore Ecofeminism and Globalization, elle dialogue avec toutes les grandes pensées du XXe siècle. Le marxisme, la psychanalyse de Freud et de Jung, l'écologie politique d'Ivan Illich, la théorie critique d'Herbert Marcuse, le féminisme radical de Mary Daly, la spiritualité féministe de Carol Christ, l'écologie systémique de Lovelock, la théologie de la libération, etc. Bon, j'arrête ici, cette liste étourdissante. Tout cela pour dire que c'est en lisant Reuther que j'ai vraiment compris pour la première fois que l'écoféminisme, ce n'est pas juste une jonction de l'écologie et du féminisme, mais un prisme bien plus vaste, englobant tous les domaines du savoir et de la vie. Un modèle alternatif total. Une invitation à tout repenser. En tant que philosophe, ça ne pouvait que me séduire. Vous vous en doutez, c'est impossible de résumer une telle pensée en quelques minutes. Alors je vais juste dégager 3 idées qui m'ont particulièrement marquée dans son œuvre. Premièrement, elle explique très clairement pourquoi l'écoféminisme ne peut être que radical et intersectionnel. Dès 1975, dans New Woman, New Earth, elle fait des liens entre le racisme, le sexisme, l'antisémitisme et la destruction de l'environnement. Elle écrit « Tous ces phénomènes convergent en une commune matrice de domination sociale. Ils sont tous justifiés par la classe dominante mâle à travers des formes similaires de validation idéologique. » Fin de la citation. Elle montre par exemple comment cette idéologie dominante a construit la femme, l'étranger, le noir, le juif ou l'animal comme une altérité radicale, un autre étrange et menaçant, à la fois inférieur et redouté qu'il faut réduire au statut d'objet et maîtriser. Bref, elle pose les bases d'un écoféminisme intersectionnel, foncièrement antiraciste et postcolonial. Deuxième thème qui m'a marqué, Reuther est l'une de celles qui a le plus précisément décrit l'utopie écoféministe. Elle ne s'est pas contentée de vagues idéaux, elle a imaginé les détails concrets de la nouvelle société et du nouveau mode de vie qu'elle appelle à construire. Dans ce nouveau monde, je cite, « La maison et le travail, la production et la consommation, le champ et l'usine seraient reliés organiquement, de sorte que chaque groupe social ait conscience des relations écologiques d'interdépendance entre sa propre existence matérielle et celle de tous les autres et de la nature. » Elle a pensé à tout. Transformation de l'urbanisme pour rapprocher villes et campagnes, lieux de vie, de travail et de loisirs, de production et de consommation, diminution des transports individuels, utilisation d'énergies renouvelables, réduction et réutilisation des déchets, autosuffisance, notamment alimentaire grâce à une production locale, autogestion démocratique avec des méthodes de prise de décision collective, mutualisation de nombreux appareils et services, réorganisation du travail domestique et du monde professionnel et économique pour plus d'équité entre hommes et femmes, mais aussi entre les classes sociales, les pays, réorganisation du temps quotidien et annuel en fonction des biorhythmes, pleine et entière intégration des femmes aux tâches créatives et des hommes aux tâches domestiques et éducatives. Tous les détails sont pensés pour construire une vie moins morcelée, moins aliénante, moins injuste. Troisième thème marquant enfin, son analyse des racines spirituelles du patriarcat écocide, c'est-à-dire d'un modèle de civilisation qui repose sur l'assujettissement et la dégradation des femmes et de la nature notamment. Dans Gaia and God, elle retrace l'histoire des religions dans l'Antiquité, et elle repère un schéma récurrent. Que ce soit en Mésopotamie, en Grèce, en Égypte, les premières religions sont des religions de la déesse mère, origine et créatrice de tout ce qui existe. Puis un mythe apparaît, qui raconte comment un dieu masculin, souvent son propre fils, prend le pouvoir ou même la tue. Dans un troisième temps, il ne reste que le dieu masculin, qui de fils devient Dieu le Père dans les grands monothéismes. Ce processus est lourd de conséquences. Je laisse la parole à Reuther pour vous lire un extrait de New Woman, New Earth. Il n'est pas excessif de voir la destruction de l'environnement comme le dénouement déjà contenu en germe dans la révolution fondamentale de la conscience patriarcale, qui consista à nier que la composante spirituelle de l'humain soit une dimension issue de la matrice maternelle de l'être. Traditionnellement, jusque-là, les religions de la déesse mère et de la nature avaient conçu le ciel et la terre, les dieux et les humains, comme les éléments dialectiques d'une matrice originelle. Leur spiritualité était fondée sur les cycles de la nature, sur l'écologie cyclique de la mort et de la renaissance. Les religions patriarcales scindèrent les unités dialectiques des religions de la mère,
posant un dualisme absolu et élevant à la transcendance la conscience identifiée au masculin. Fondamentalement, cette évolution est ancrée dans un effort pour nier notre propre mortalité, pour assimiler l'essence de l'humanité, mâle, avec une sphère divine transcendante, située au-delà du monde du devenir, de la matrice où tout naît, passe et meurt. Du même coup, les femmes furent identifiées à la sphère de la finitude, que chacun doit renier afin de nier sa propre origine et sa propre inclusion dans ce monde du devenir. Les femmes, le corps et le monde naturel devinrent ainsi la moitié inférieure d'une opposition dualiste, qui les déclara postérieures, créées par, soumis à et étrangers à l'essence de la conscience, principe masculin, à l'image de laquelle l'homme créa son Dieu. C'est pourquoi les structures de la conscience patriarcale qui causent la destruction de la nature s'expriment symboliquement et socialement dans la répression des femmes. Une idée qui me touche particulièrement dans cette histoire, c'est la place de la mort. Tout est fait dans notre société pour nier la mort, la repousser, l'éviter, la camoufler. Que ce soit la réaction politique face au Covid, les fantasmes transhumanistes d'immortalité, la production massive de déchets dont on ne sait pas gérer la fin, la mort est un objet de terreur et de déni. Dans la Bible, elle est la conséquence du péché d'Ève, c'est encore de sa faute. Ce que nous dit Ruther, c'est qu'on peut et qu'on doit l'apercevoir autrement, la mort, si l'on veut sortir de cette civilisation du patriarcat écocide. On devrait la réintégrer au cycle de la vie, comme l'un de ses éléments vitaux, indispensables et sacrés. Ruther parle même de la sainte mort, car c'est par la mort que tout organisme végétal, humain, animal retourne à la terre pour servir aux autres, pour être régénéré en nouveaux organismes. La mort des individus est la condition nécessaire de la vie du tout. Elle nourrit une solidarité concrète entre tous les êtres. Avis aux sorcières qui nous écoutent, en cette fin du mois d'octobre, à l'approche de la Toussaint, de la fête des morts, d'Halloween et de Samhain, voilà un beau thème de méditation. Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de l'importance de connaître les conditions de fabrication, les conditions économiques d'un objet culturel? Alors ça peut être I May Destroy You, par exemple. Tu peux nous rappeler que Michaela Coel a refusé de fabriquer sa série dans le cadre d'une offre de Netflix, qu'elle a plutôt choisi la BBC, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on peut aussi évoquer, par exemple, le contexte d'émergence de séries comme Friends, pour comprendre un petit peu que en fait ces objets culturels ils sortent pas par hasard et n'importe comment, et que c'est des décisions économiques, en fait. Oui, en fait, il y a le podcast Le Chip qui avait fait un épisode hyper intéressant sur Living Single vs Friends, qui rappelle en fait que Friends est né d'un plagiat, je vais le mettre entre gros guillemets, parce que c'est jamais trop les personnes finalement concernées qui sont au courant. Ouais. Mais en tout cas, c'est la production qui sait très bien ce qu'elle fait. Et il se trouve que c'était la même chaîne que ou le même groupe que Living Single, qui était un Friends en fait, disons-le, noir, 100% noir, enfin afro-américain, et qui cartonnait, mais qui a jamais eu une exposition telle que Friends. Pourquoi ? Parce que ça restait quand même dans un certain milieu afro-américain ou même de personnes fans de sitcoms qui connaissaient la série. Et Friends, en fait, est né à un moment où c'est né en... Alors, la date exacte, je crois que c'est 98... Non. Ah, je peux pas t'aider. Non, c'est 94. En 1994, Friends est né. Okay. Et c'est né à un moment où plusieurs chaînes américaines, les chaînes principales, ont eu envie de revenir un peu vers la base de la télévision, et ça arrivait pareil au début des années 2000, c'est-à-dire que il y a toujours un moment où on va s'intéresser en fait au parcours minoritaire en disant bon là il faut qu'on puisse atteindre une nouvelle démographie, donc on va parler des femmes, on va parler des noirs, on va parler des asiatiques, on va parler de ceci cela. Mais il y a une envie quand même capitaliste derrière de dire on a envie de les atteindre, on a envie de prendre ce nouveau marché. Et comme pour tout, à chaque fois, une fois c'est bon, on en a un peu trop parlé, on revient vers les bases. Et les bases, c'est quoi ? C'est les histoires dites majoritaires, donc de personnes blanches, qui remet en centre des hommes, et des histoires en fait
plutôt classique. Et ça, en fait, je trouve que c'est important de comprendre ce contexte. Et il y a même un sociologue, en fait, une sociologue que je cite dans mon livre, qui parle d'effets boomerang. Ouais. Enfin, d'effets. En fait, c'est un cycle. C'est des cycles qui reviennent à chaque fois. Et donc, il faut faire attention au mirage et de se dire, c'est pas parce que là, vous avez vu en une année 3 séries, 3 magazines avec des couves de femmes noires, 3 musiciens qui ont eu un Grammy, 3 cinéastes qui ont eu un Emmy ou un Oscar ou un César, que c'est réglé. C'est qu'il faut être alerte sur ça et il faut se continuer, en fait. Le combat continue, même quand on nous offre finalement ce qu'on veut, parce que parfois c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour nous attraper, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on peut peut-être rappeler, comprendre un peu la politique de Netflix. Par exemple, Sex Education, on voit que ça fonctionne très bien, etc. Mais par ailleurs, on annule des shows comme Sense8, qui est un show queer. Moi, j'ai adoré Sense8. Il y a deux. On a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures et que, en effet, finalement, ils sont sur un positionnement marketing. Mais que quand ça devient trop politique, quand la série devient trop politique, là par contre, oui, c'est toujours plus complexe que ça, dans le sens où il y a des études de marché, ils ont aussi un fonctionnement qui fait que à un moment donné, il faut faire des choix, et c'est pas ça que je reproche, en fait, à des productions comme Netflix, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand on voit que ce soit dans des médias pour des podcasts, que ce soit Netflix avec des séries, que ce soit les cérémonies aussi de récompense, une année vs l'année d'après, on voit toujours, en fait, que les pas en avant sont très vite laissés tomber, et que on revient toujours, en fait, à des choses plus mainstream, plus consensuelles, plus validées, en fait, par la majorité, et qu'à un moment donné, oui, quand on se rend compte que la plupart des shows annulés dans l'année précédente sont des shows qui parlent de féminisme, d'antiracisme, de queerness, mais de manière très profonde, et que ce qui est laissé en avant, c'est plutôt des shows teen qui mettent à peu près tout le monde d'accord, parce que à un moment donné, personne va dire que avoir une série sur l'éducation sexuelle, c'est mal, super, parce que c'est super, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut, sans non plus avec un ton accusateur ou parano, il faut le pointer du doigt, en fait. Il faut le questionner, il faut l'analyser et comprendre que les choses ne sont pas aussi simples que avoir une série qui s'appelle Dear White People, et c'est bon, on a tout réglé. Et je trouve que Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de cette série? Oui, en fait, juste avant de dire ça, je voulais dire que Sex Education, la saison 3 est super, justement, parce qu'il y a eu, je trouve, un effet de masse et des critiques constructives, et je pense que Netflix a pris en compte beaucoup de choses, parce que justement, des pièges que je pouvais voir dans la saison 2 de Sex Education ont été diminués dans la saison 3, et je trouve que c'est mieux écrit. Tu parles peut-être du personnage d'Eric, qui est beaucoup plus approfondi, par exemple, dans ça. il est. Et encore, super. Je trouve pas assez. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, il prend une dimension extraordinaire dans la saison 3. C'est génial. Ouais. Et Dear White People, ce que j'en pense, je trouve que c'est une super base, en fait, de série de propos, et elle est arrivée à un moment où justement on parlait, en fait, de tous ces sujets intersectionnels, de racisme, et rien que le titre, on retrouvera plus un titre aussi frontal, au moins c'est clair. Et je trouve que c'était vraiment bien de la part de Netflix de l'acheter, parce que c'était un film au départ. Et en fait, je trouve que c'était une bonne manière de pouvoir parler de, qu'est-ce que c'est être un étudiant noir dans une fac prestigieuse. Mais je pense que la série c'est elle-même piégée, en fait, dans son discours, et n'a pas forcément réussi à évoluer. Pourquoi? Mais parce que, limite, je pense que la réalité a évolué plus rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés en porte-à-faux avec des sujets d'actualité
traité aussi dans la série. À un moment donné, il faut que la fiction prenne un coup d'avance en fait pour continuer à plaire. Mais oui, je trouve que c'est une série hyper importante et qui a vraiment marqué son époque. Quand on parle de pop culture, forcément, on en vient à parler de mainstream et comment finalement le capitalisme avale ce qui est censé le critiquer. Et c'est d'ailleurs un de ses ressorts les plus efficaces, malheureusement. Et par exemple, tu évoques dans ton ouvrage l'univers de la mode, parce qu'on a parlé beaucoup de séries, mais tu parles de la mode, tu parles des magazines. Et donc, à ce propos, tu évoques la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, qui avait écrit à l'autrice justement Chimamanda Ngozi Adichie d'apposer le titre de son livre We Should All Be Feminist sur un t-shirt vendu à 600 €. Qu'est-ce qu'on peut dire du féminisme washing ou de tout, enfin, et pas que, y a pas que le féminisme dans un univers comme celui de la mode ou dans un univers comme celui des séries, etc. Comment se prémunir en fait peut-être de ça? Oui, le problème en fait avec ça, c'est que dès que c'est récupéré par le capitalisme, par les marques, par toute cette société finalement du spectacle, c'est que ça dépolitise énormément. Et donc c'est toujours le revers de la médaille. Voilà, c'est en ça qu'il faut faire extrêmement attention et pouvoir analyser ces objets culturels, parce qu'en 2022, finalement, un vote qui est censé être politique devient un vote qui recense en fait tous les domaines. C'est-à-dire que le cinéma s'invite dans la conversation, donc les politiciens vont parler de Bac Nord pour dire regardez pourquoi il faut voter pour moi. Les séries s'invitent dans la conversation. Les réseaux sociaux s'invitent dans la conversation, ils vont sur TikTok, ils reprennent des éléments de mémification pour devenir finalement des objets culturels comme n'importe quelle autre personnalité. En fait, c'est la normalisation de l'extrême des politiques, des personnes qui sont en haut, qui est dangereuse. Parce qu'à partir du moment où eux sont normalisés, ils deviennent des objets qu'on diffuse, comme n'importe quelle célébrité, comme n'importe quel film, série. Mais de l'autre côté, les objets culturels qu'on produit sont aussi infusés de discours dangereux et qui peuvent en fait faire beaucoup plus d'impact, qui peuvent avoir un impact beaucoup plus négatif que positif. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention et toujours et toujours être dans une analyse critique, avoir une lucidité. Et tout à l'heure on parlait de comment est mon féminisme, et je pense que le mot que je préfère c'est la lucidité. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'avoir du recul sur ce qu'on pense être acquis, sur ce qu'on pense être vrai, et toujours avoir cette hauteur pour réfléchir en fait, et pour se dire rien n'est acquis. Alors oui, il y a des choses qui sont acquises, mais elles peuvent être supprimées du jour au lendemain en fait, si on ne fait pas attention. Et donc, mais d'ailleurs à ce propos, c'est intéressant ce que tu dis sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Tu dis oui, les réseaux sociaux ont apporté énormément, mais en même temps Instagram, qui à la base était dédié aux photographes, aux designers, est devenu un réseau social qui apprend aussi à adopter des préjugés qui renforcent la misogynie et le racisme. Tu cites des exemples comme Kim Kardashian, Adele, et comment des outils aussi comme ça sont à double tranchant, dans le sens où ils peuvent amener à des conséquences comme le cyberharcèlement, dont tu rappelles aussi que les femmes noires sont les premières victimes. Enfin voilà, c'est jamais noir ou blanc en fait. Il faut et cette lucidité dont tu parles en effet est capitale quand on aborde ce type d'objet. Oui, complètement. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est toujours pareil, ça peut faire énormément de bien, ça a déconstruit ça a décloisonné finalement plein de sphères qui étaient réservées à une élite, à de petits milieux. Et donc ça a beaucoup aidé le militantisme en ligne, et aussi de pouvoir partager une radicalité aussi qui est propre, que finalement aujourd'hui je la vois plus
sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, et donc c'est important. Mais à côté de ça, ça nous fait en fait du mal, ça nous met dans des états de mal-être. Ce besoin aussi constant de productivité, de montrer qu'on a une bonne vie, de montrer qu'on est bonne, de montrer qu'on a maigri, de montrer cette obsession de la performance constamment. Oui. Tu vois, et en fait cette performance finalement, elle est aussi bien sur notre corps que sur notre vie, que sur notre besoin en fait de toujours prouver qu'on est mieux que l'autre, etc. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est que c'est jamais noir ou blanc. Il y a tellement de nuances possibles, mais il faut rester alerte. J'ai une dernière question quand même. J'aimerais bien savoir ce que représente pour toi la figure de la sorcière, puisque on est un gang of witches. Et comment, pour toi ou pas, j'en sais rien, la sorcière, est-ce qu'elle est devenue pop ? Elle est complètement devenue pop, mais je trouve qu'elle a négligé l'essence même de la sorcellerie ou des divinités, de la mysticité. Moi, mon père vient du Bénin, et le Bénin, c'est le pays du vaudou, en tout cas l'un des pays majeurs quand on parle de vaudou, et je trouve ça hyper intéressant quand j'y suis allée, de voir que parfois on va me parler de sorcière littéralement, c'est-à-dire même là le fait de le dire c'est déjà quelque chose de majeur, mais on va me dire je sais pas, il y avait une sorcière là qui guérit telle personne, ou qui peut aussi faire du mal. Et en fait, je trouve que parfois l'utilisation de la sorcellerie ou de la mysticité dans la pop culture est parfois trop banalisée. En fait, comme si on était en train de parler de j'ai allumé une bougie en fait. Alors qu'en fait, je trouve que c'est la puissance de frappe est extrêmement importante dans ce qu'on peut faire de bien ou de mal, et que surtout, en fait, c'est lié à tellement de choses, c'est lié à des traditions, c'est lié à des peuples, c'est lié à des langues, et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Et c'est dommage parce que, oui, moi aussi, j'ai consommé Buffy, Dangereuse Alliance, j'ai lu le livre de Mona Chollet, etc. Mais c'est vrai que parfois, je m'y retrouve pas forcément, parce que là où j'ai une envie de spiritualité, et c'est quelque chose qui me transporte et que je peux faire à mon échelle, je trouve que parfois, c'est trop banalisé comme quelque chose de drôle c'est accessoirisé. Voilà, presque. c'est accessoirisé, alors qu'en fait, la dimension et la portée que ça peut avoir est incroyable. Et surtout, c'est dommage d'effacer quand même toute une histoire de sorcières noires, et pas que, de sorcières même africaines, j'ai envie de dire, qui ont inspiré d'autres sorcières en fait plus récentes. Et après, je comprends l'idée de remettre en perspective la chasse aux sorcières, l'invisibilisation des femmes, d'historiciser cette partie en fait cette période de l'histoire des sorcières, où justement la sorcière égale mal aimée, vieille, sans enfant, et que ça a créé tout un parterre de représentations néfastes. Mais c'est important parfois de revenir aux sources pour comprendre ce qui se cache derrière, et pour peut-être avoir une envie de faire ses propres recherches, et parfois c'est même pas de lire, parce que il y a des vécus, des expériences, des récits comme ça qui n'ont pas été écrits, donc on peut pas forcément se renseigner de manière concrète, mais parfois ça peut l'être dans des musées, même en visitant des pays. Je sais pas, aller au Brésil et pas s'intéresser à ça, ce serait dommage. Aller à la Nouvelle-Orléans et pas s'intéresser à ça, c'est quand même rater quelque chose. Pourquoi pas plein de pays d'Afrique le pratiquent. L'anémisme, en fait, c'est une religion. Et même si ça peut être décrié par endroits, c'est extrêmement important en fait pour des populations africaines. Et oui, et je trouve ça dommage l'invisibilisation qu'il y a eu quand ça a été très popularisé ces dernières années, mais aussi dans les années 90, où en fait c'est comme si
être noir, c'est pas possible d'avoir une spiritualité propre. Et oui, donc je trouve que la sorcière a été whitewashée. Ouais. Bah, c'est un bon mot de la fin et ça nous ça va nous permettre de nous ouvrir vers d'autres recherches et de confronter nos vécus à la sorcière autrement. Je te remercie, Jennifer. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jennifer Padjemi pour sa présence et la richesse de ses analyses. N'hésitez pas à vous plonger dans son ouvrage Féminisme et pop culture paru aux éditions Stock. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et qui sont extraits de l'album de Paola Yvelin et Sophie Rock, Gang of Witches, Patriarchy is Burning. Vous pouvez aussi nous soutenir en notant ou commentant cet épisode sur Apple Podcast ou bien sûr en le partageant. Merci de votre écoute, chères sorcières, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. C'était le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. On vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come to gather.